Nous sommes en novembre 1939, la guerre vient d'éclater à la frontière avec la Finlande. Alors que l'armée rouge des ouvriers et des paysans s'embourbe péniblement dans les paysages enneigés de la Carélie, elle doit se confronter au nord de Leningrad aux imposantes fortifications finlandaises, notamment la ligne Mannerheim. Si l'appui des blindés, notamment des T-26 et des T-28, se révélera bienvenu, l'Union soviétique ne disposait pas de chars capables de percer ces puissantes lignes sans aucun risque. Elle dépêchera alors sur place 3 types de chars lourds qui avaient été conçus peu avant la guerre et qui répondaient parfaitement à ce besoin de chars de percée, le T-100, le SMK et le KV. Ce dernier plaira pleinement à l'armée qui décidera de décliner le véhicule en 2 variantes, le KV à petite tourelle, le KV1, et le KV à grosse tourelle, le KV2. Suite au développement et à la production de ces 2 modèles, l'URSS renoncera pendant quelques temps à augmenter le poids et la taille de ses chars lourds. Si le développement de nouveaux KV ne semblait pas être à l'ordre du jour, l'amélioration des modèles existants semblait bien plus attrayante aux yeux des soviétiques. Immédiatement après l'abandon du SMK et du T-100 à l'été 1941, les ingénieurs soviétiques se mirent à travailler sur des KV mieux armés et mieux blindés, débouchant finalement sur de nouveaux KV, comme les KV4 ou bien le KV5. Le premier maillon de cette chaîne de nouveaux véhicules sera connu sous le nom de KV3, nom regroupant la plupart des projets ayant pour but la revalorisation du châssis du KV et de ses composants. L'un de ces projets, c'est le KV220, aussi connu sous le nom de T220. En juin 40, les premiers signes de l'instabilité du projet KV apparurent. Une proposition souligna notamment le manque de puissance de feu et de blindage du véhicule. Il était alors convenu de remplacer le canon du KV par un canon de 76 disposant de la même balistique que le canon antiaérien 3K. En outre, le blindage de la partie frontale du véhicule devait être porté à 90 voire 100 mm. Petit problème par rapport au canon, ce dernier ne pouvait pénétrer que 70 mm d'acier à 30 degrés à une distance d'1 km. De plus, le 3K avait été remplacé sur les lignes de production par un canon plus performant de 85 mm, le 52K. Ce dernier pouvait pénétrer quasiment 20 mm d'acier de plus que son prédécesseur, dans les mêmes conditions. Sans surprise, 2 canons durent être alors développés. Le premier, le F-27, se basant sur la balistique du 3K, et le deuxième, le F-30, sur le 52K. La date limite de ce projet a été fixée au 1er septembre 1940 et sera attribuée à l'usine 92 de Nijni Novgorod, qui avait pour tâche ultime d'installer le système F-30 dans au moins 50% des KV disponibles. Nous arrivons au 1er septembre, les canons sont prêts et les essais viennent de débuter sur des T-28 dans lesquels ont été installés les 2 systèmes. Le canon F-30 sera notamment testé durant plusieurs mois et quelques défauts apparaîtront comme le tube qui se fissurait assez rapidement. Il sera retravaillé et une seconde version verra le jour en octobre 1940. Avant cela, l'usine de Kirov à Leningrad reçut l'ordre pour le 1er décembre 1940 de produire 2 KV modernisés dotés de 100 mm de blindage. Le premier devait être armé du F-27 et le second du F-30, mais les dessins seront rapidement modifiés. Le F-27 devant être remplacé par le F-32, le blindage du char devant aussi être réduit à 90 mm. Pour la version armée du 85, il va de soi qu'un tel canon nécessite une nouvelle tourelle. Cependant, cette tourelle nécessite aussi de repenser le châssis, puis le moteur, etc. Il en résultera un effet boule de neige menant non plus à la conception d'un KV modernisé, mais bien d'un nouveau modèle du véhicule. Structurellement, le véhicule se rapprochait plus du projet avorté 212A que d'un KV standard. En effet, les soviétiques avaient développé un tout nouveau moteur pour le 212A, le V2SN développé à Kharkov. La principale différence avec le V2 résidait dans l'ajout d'un turbocompresseur directement prélevé d'un moteur AM38, moteur retrouvé par exemple sur certains IL-2. Ce moteur qui devait pouvoir propulser un véhicule de 60 tonnes fut donc le premier choix concernant la motorisation du T220. Tous ces changements mèneront au rallongement du char d'1 mètre, le train de roulement devait alors être retravaillé. Si le véhicule devait peser 56 tonnes, il culminera à presque 63 tonnes. L'usine de Kirov, qui était alors surchargée suite à l'éclatement de la guerre, sera contrainte de ralentir le projet 220, dont le prototype ne sera assemblé qu'en janvier 1941. Les essais purent débuter au milieu du mois, mais les problèmes ne tardèrent pas à se montrer. Dès la première batterie d'essais, le moteur se mit à cracher de l'huile et à s'user très rapidement. Il tombera même en panne quelques jours plus tard et, sans moteur de rechange, les essais furent suspendus. Un second moteur sera finalement produit à la fin du mois, mais il tomba en panne début février. Un moteur V5 produisant 700 chevaux sera alors utilisé, en attendant son remplacement. L'appareil soviétique se mit alors à douter du projet. Un autre char, le T-150, plus léger, fut jugé plus apte à remplir les tâches qui incombaient le KV-220. Au final, le 220 sera utilisé comme banc d'essai pour le moteur V5 qui devait alors équiper ce qui allait devenir le KV-3, donc le T-150. Malheureusement, comme pour les moteurs précédentes, le V5 a eu une durée de vie assez courte. Le sort du KV-220 fut décidé en mars 1941.
lorsque les soviétiques eurent l'information de la présence de chars lourds dans les rangs allemands. Il allait devoir servir de banc d'essai pour le projet 223, un véhicule de 72 tonnes blindé à 120 mm et armé d'un canon de 107 mm. Si la troisième itération du V2SN se révéla concluante, les travaux sur le véhicule durent être abandonnés avec le début de la guerre. Avec l'approche de l'armée allemande de Leningrad, les soviétiques prirent la décision de retirer la tourelle armée du F-30 du premier KV-220 et d'y installer une tourelle de KV classique armée du F-32. Ce fut aussi le cas du deuxième KV-220, qui prirent alors la direction de la 124e brigade de chars en octobre 1941. Le commandant de la brigade, Dei Osachi, écrivit la lettre suivante concernant l'arrivée dans sa brigade du M220-1 et du M220-2. En automne 1941, notre brigade fut ravitaillée avec plusieurs KV, dont l'un d'eux s'appelait Pour la mère patrie. Il a été fabriqué en un seul exemplaire à Kirov. Il avait les mêmes capacités que le KV, mais disposait d'un blindage renforcé, pesait plus de 100 tonnes et avait un moteur plus puissant avec une turbine. Lorsque l'on change de vitesse, le moteur siffle et ce sifflet est semblable à un Junkers plongeant. Au début, lorsque l'on a reçu le char, la brigade a mis le signal R. Le char est entré dans ma compagnie et au début il voulait me nommer commandant, mais mon adjoint, le lieutenant Yakonin, un tankiste expérimenté, est devenu son commandant. Le char était considéré comme invulnérable à l'artillerie ennemie et était censé prendre d'assaut les fortifications allemandes. En décembre 1941, je ne me souviens pas de la date exacte, notre brigade a reçu la mission de percer une position allemande sur une section du chemin de fer du secteur de Ustosno. Nous nous battions avec la 43e division d'infanterie pour l'offensive sur Mgou. Durant cette bataille, le char avait pour but de s'emparer d'un pont sur la rivière Tosna et de tenir la position jusqu'à l'arrivée des forces principales. La bataille s'est déroulée en terrain découvert. Lorsqu'il s'est approché du pont, il a essuyé le feu de l'artillerie lourde allemande et nous avons perdu le contact avec lui. Lorsque nous avons perdu la communication radio avec le char Pour la mère patrie, j'ai essayé de me rendre sur le lieu de la bataille le long de la voie ferrée. Quand j'ai réussi à ramper jusqu'au char, j'ai vu que la tourelle avait été retournée et que tout l'équipage était mort. Cela semblait être la fin pour le M220 et son équipage tombé au champ d'honneur. Pourtant, le 8 février 1943, le 12e régiment de chars d'entraînement se voit doté d'un véhicule nommé Pour la mère patrie et immatriculé 220-2. D'habitude, les véhicules détruits ne sont pas réparés, mais le M220-2 fit exception. Réparé au cours de l'hiver 1942, il recevra un moteur V2K et servira de véhicule d'entraînement jusqu'en 1944. Qu'est-il advenu du second M220 ? Personne ne le saura jamais.